Messieurs, dames, bonsoir. Bienvenue à ce conseil municipal du 16 mars 2022. Nous allons procéder à l'appel nominal. Monsieur Bakhtiari. Présent. Madame Amozig. Monsieur Lepont. Présent. Madame Page. Monsieur Slimani. Présent. Madame Lacroix. Monsieur Cressin. Présent. Madame Diaby. Monsieur Timofté. Madame Eftekari. Monsieur De Chauvigny. Monsieur Denis. Madame Amar. Monsieur Alté. Monsieur Mahé. Monsieur Soronellas. Monsieur Bonnet-Meyer. Madame Marteneau. Madame Pérouse. Madame Personne. Madame Ovaldé. Madame Bussolo-Pons. Madame Gendard. Monsieur Avé. Monsieur Samoura. Madame Cissé. Monsieur Jacobi. Monsieur Page. Madame Ancanca. Monsieur Carrard. Monsieur Morera. Madame Cacher. Madame Abadi. Monsieur Pilon. Madame Kalatassane. Monsieur Trigance. Monsieur Hamache. Madame Martial. Madame Amimer. Merci. Alors, merci. Donc, nous allons ouvrir cette séance donc, du 16 mars 2020. Nous procédons à la nomination d'un secrétaire de séance. Est-ce que M. Lepont est d'accord? Oui. Merci. Nous procédons à l'approbation du procès-verbal du 19 février dernier. Y a-t-il des observations? Non, je le mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires à son approbation? Des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Et nous passons, donc il n'y a pas de questions diverses et nous passons directement au point numéro 1, donc le rapport annuel 2022 sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, rapporté par Monsieur Claude Lepont. Bonsoir à tous. Rapport annuel 2022 sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. Les collectivités de plus de 20 000 habitants doivent constituer un rapport annuel sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. Il fait l'objet d'une simple présentation au conseil municipal, préalablement au débat sur le projet de budget. Sans débat ni vote. Les objectifs poursuivis sont les suivants. Documenter la situation de l'égalité professionnelle entre femmes et hommes au sein de la collectivité et sur le territoire. Recenser les politiques publiques menées par la collectivité pour l'égalité femmes-hommes sur son territoire. La politique des ressources humaines en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. En ce qui concerne la répartition des effectifs, l'effectif global de la ville est très majoritairement féminin, environ 7 agents sur 10, contre 6 agents sur 10 pour les villes de la Petite Couronne. 66% de femmes, 34% d'hommes. Organisation des effectifs. La répartition des femmes et des hommes par catégorie. Les femmes représentent 66% de l'effectif global. Le taux de féminisation en catégorie C est de 65%, de 66% en catégorie B et de 75% en catégorie A. Répartition des femmes et des hommes sur les emplois de direction. Direction générale et cabinet, 50-50, 2 hommes, 2 femmes. L'équipe de direction constitue le collectif de direction élargi aux directeurs et directrices de service, composé de 4 hommes et de 4 femmes. Une parité parfaite la caractérise également. La répartition des femmes et des hommes par cadre d'emploi. Les filières techniques et sportives atteignent un certain équilibre entre les femmes et les hommes. Les femmes y sont respectivement représentées à 50% et 43%. Cette donnée est particulièrement importante dans la mesure où la filière technique représente 50% des effectifs permanents de la collectivité, soit environ 400 agents. Les filières animation et culturelle se rapprochent de la représentativité de l'effectif global, avec respectivement 68 et 67% de femmes.
La filière administrative est en revanche très féminine, avec 84% de femmes sur 150 agents, alors que la police municipale est majoritairement masculine, avec 86% d'hommes sur 7 agents. Des femmes ASVP font partie des effectifs, mais appartiennent à la filière technique en tant qu'adjoints techniques. Enfin, les filières sociales et médico-sociales sont quasiment exclusivement féminines. Elles représentent respectivement 100 et 98% des effectifs de ces filières, soit environ 120 agents. Les cadres d'emploi, vous avez le détail de tous les cadres d'emploi par hommes et femmes sur le document qui vous a été envoyé. L'organisation du travail. Le temps de travail. 10% des agents de la ville travaillent à temps partiel, contre 8% au niveau interdépartemental. Pour information, en Petite Couronne, 92% des agents à temps partiel sont des femmes, contre 98% à Neuilly-sur-Marne. Les mouvements de personnel. Mobilité interne. 13 agents ont changé de service en 2021, dont 2 hommes. Avancement de grade. Sur 46 agents qui ont bénéficié d'un avancement de grade, 75% sont des femmes. Promotion interne. 8 femmes, 4 hommes ont été promus, soit 66% de femmes. 64% des recrutements réalisés en 2021 ont concerné des femmes, soit une légère diminution par rapport à la représentativité de l'effectif global dans l'objectif d'une plus grande parité. La formation. Au regard de l'effectif global de la ville, les départs en formation concernent davantage les femmes que les hommes. 70% de femmes contre 30% d'hommes. L'absentéisme. La proportion de femmes absentes est légèrement supérieure par rapport à l'effectif global de la collectivité. Je passe la parole à Monsieur le maire. Ouais, merci Monsieur Lepont. Donc, pour synthétiser ce que vous avez déjà présenté, le constat sur la ville est donc favorable aux femmes puisqu'elles sont majoritaires et même majoritaires dans les encadrants, puisqu'elles sont représentées à hauteur de 75% des cadres. 70% des chefs de service sont féminines et l'équipe de direction est à parité parfaite. Pour revenir sur ce que disait Monsieur Lepont, donc le volet éducation est aussi pour nous important, parce que si aujourd'hui la situation est favorable et qu'on continue à l'améliorer, notamment dans le cadre des promotions internes et en faisant en consacrant une part importante de nos efforts au respect des règles en vigueur. Pour ce qui est du volet éducation, donc on développe les cours Oasis notamment avec des cours non genrés dans les écoles. Donc on a déjà le programme sur Paul Valéry Duhamel qui est en cours et une autre école prochainement. Donc vous le voyez bien, on investit aussi sur l'éducation et à ce niveau-là, c'est pour nous très important. Le développement de la lutte contre les systèmes prostitutionnels des mineurs, évidemment, fait partie des axes majeurs de la politique municipale que nous menons. Quant aux luttes contre les violences, cette lutte a été développée notamment par plusieurs biais, notamment avec la mise en place, la création de logements d'urgence principalement destinés à des femmes en situation de détresse, notamment lorsqu'elles sont en situation de violence sociale ou physique. La mise en place de dispositifs de signalement également au sein de la mairie, signalement donc contre les actes de violence, contre le harcèlement, qu'ils soient moraux ou sexuels, et dans le cadre du CLSPDR également, donc de la lutte contre la délinquance, la prévention, pour la prévention de la délinquance et de la radicalisation, avec une prévention des conduites à risque qui a également été développée. Je vous laisse la parole, Monsieur Lepont, pour conclure. Ou pour dire qu'on prend acte. On prend acte de ces différentes informations et de ces documents. Après observation, s'il y en a. Non. Eh bien, nous prenons acte. Je vous remercie pour cette présentation, Monsieur Lepont. Le point numéro 2, donc à l'ordre du jour de ce conseil municipal, le rapport d'orientation budgétaire. Le rapport d'orientation budgétaire, comme vous le savez, fait partie des moments assez importants dans le cadre de la vie municipale, puisqu'on y présente et on présente un rapport donc, qui doit être potentiellement débattu, qui peut être débattu avant l'examen du budget. Compte tenu des élections municipales qui ont dû avoir lieu
Nous avons donc fait au plus vite pour que le rapport d'orientation budgétaire puisse être présenté et nous le faisons à cette date-là. Et donc réglementairement, nous devons simplement le faire avant le vote du budget. Donc c'est un moment d'échange sur la situation locale en élargissant également le propos à la situation territoriale et nationale. Pour le contexte national et désormais international qui nous impacte directement, jusqu'il y a peu, on envisageait une reprise économique qui était intéressante, qui était vraiment importante à la sortie de la crise sanitaire, avec en 2021 le PIB qui devrait augmenter finalement à hauteur de 6%. Mais depuis novembre 2021, on le voit, l'inflation est grandissante, il y a des pénuries, il y a des hausses des coûts de construction, des coûts d'approvisionnement, des hausses sur le coût de l'énergie. Donc la situation en Ukraine ne va pas nous aider non plus dans cette situation pour ce qui est du contexte national et international. Pour les collectivités locales, cela a une incidence évidemment, et d'ailleurs ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois que l'on commence à recevoir des avenants des différentes entreprises nous disant que les coûts allaient augmenter pour eux. Et donc, on le voit, les coûts de manière globale vont aller en augmentant. De manière plus générale, en France, pour les collectivités locales, les dépenses ont été bien présentes en 2020 et en 2021, notamment en raison des sujets sur les personnels, sur les produits à acheter pour lutter contre la pandémie, avec les autorisations spéciales d'absence. Mais en parallèle, les recettes n'ont pas forcément augmenté et ont même été en diminuant. Donc les épargnes brutes des villes ont chuté de manière assez importante. Quant aux dépenses, pour l'État notamment, les dépenses de fonctionnement ont augmenté de 2,2% en 2021, donc c'est quand même un point de plus que l'objectif qui était celui de l'État. Donc ce n'est pas forcément réjouissant au niveau général et national. Pour le contexte territorial, depuis 2016, comme vous le savez, plusieurs compétences ont été transférées à Grand Paris Grand Est, donc au territoire. L'eau, l'assainissement, les déchets, l'aménagement, l'habitat, la politique de la ville, le renouvellement urbain, tous ces sujets-là, on a eu l'occasion d'en parler à plusieurs reprises, ont été transférés au territoire et donc ils relèvent de la compétence territoriale. Il faut financer ces compétences. Et pour les financer, donc au territoire, il y a notamment une contribution des villes. Et donc hier soir, on en débattait jusqu'à 2h30 du matin au territoire. Toutes les villes n'ont pas forcément joué le jeu et on se retrouve dans une situation assez inéquitable entre les différentes villes du territoire et les contributions par habitant de chaque ville est très différente. Il y a des communes qui payent à hauteur de 5 euros par habitant, d'autres à hauteur de 15 ou 20 euros par habitant. Donc la situation est quand même très, très disparate et manque d'équité. Donc avec d'autres collègues maires, nous avons demandé à ce qu'il y ait une remise à plat des règles qui étaient là, qui étaient en vigueur, et notamment un assainissement de la situation qui est problématique. Donc on devrait obtenir tout cela d'ici le deuxième trimestre 2022, donc d'ici quelques mois. La contribution de Neuilly-sur-Marne dans ce pot commun est à hauteur de 571 000 euros. Et dans tous les cas, au moins 3,4% de hausse cette année avec la revalorisation des valeurs locatives prévues par l'État. Voilà pour la situation du territoire. La situation de Neuilly-sur-Marne désormais. Donc avant toute chose, vous le savez, il faut distinguer la section de fonctionnement et la section investissement. Il s'agit de deux choses vraiment distinctes et à ne pas mélanger. De manière globale, sur la ville, l'endettement. D'abord, sur l'endettement, en 2021, on a diminué l'endettement de la ville de 10%. On était à hauteur de 90 euros par habitant d'endettement. Nous sommes désormais à 81 euros par habitant. L'absence de dette est a priori une bonne chose puisqu'elle permet de ne pas consacrer une partie de notre autofinancement au remboursement de la dette, mais mécaniquement, cela laisse peu de marge pour emprunter, pour effectuer des investissements. Le financement des investissements de la ville, donc là, comme on l'avait déjà expliqué l'année dernière avec M. Lepont, la situation de la ville financière de la ville était faussée.
était faussé dans sa présentation, puisque la ville a vécu un peu sur le dos de la bête et sur les recettes exceptionnelles dues à la vente des terrains de Maison-Blanche. Au total, il y avait à peu près 60 millions d'euros qui ont été dégagés à partir de 2016. Donc 15 millions en 2016, 15 millions en 2017, 15 millions en 2018, 5 millions en 2019, 6,7 millions en 2020 et 3,2 millions en 2021. Et en réalité, la politique précédente, et ça a été démontré dans le cadre de l'audit qui avait été mené l'année dernière, enfin l'année d'avant même, dès le début de notre mandat, dans les derniers mois de 2020, la politique précédente était très court-termiste, parce qu'en réalité, rien n'était prévu pour l'après-cession des terrains de Maison-Blanche. C'est comme si, concrètement, si on voulait imaginer la chose, il y avait une rente qui apparaissait à un moment, une succession qui apparaît dans votre patrimoine, et que vous ne vous focalisiez que sur ce patrimoine-là qui est temporaire. Et en réalité, si vous ne prévoyez pas la subsistance à vos besoins par la suite, une fois que la rente et une fois que la succession vient à bout, concrètement, il ne vous reste plus grand-chose pour faire tourner la boutique. Eh bien, la situation de Neuilly-sur-Marne était un peu dans cette situation-là, où structurellement, il y a un manque et l'épargne brute depuis des années, et ça on l'a fait ressortir dans le cadre de l'audit. L'épargne brute de la ville de Neuilly-sur-Marne est parmi les plus faibles de la Seine-Saint-Denis. Donc la ville de Neuilly-sur-Marne est la deuxième ville dans toute la Seine-Saint-Denis avec l'épargne la plus faible. Donc et ce depuis des années. Donc de 2016 d'ailleurs à 2018, ce qui était apparu, c'est qu'il y avait une chute de 60% de l'épargne nette de la ville. Notre objectif, évidemment, c'est de stabiliser la situation et de regagner en épargne. Les recettes de fonctionnement, cette fois, donc les recettes de fonctionnement, donc on a plusieurs choses. On a de manière globale sur les recettes de la ville, la taxe d'habitation, la réforme de la taxe d'habitation n'a pas fait du bien à Neuilly-sur-Marne, puisqu'il y a une sous-compensation par l'État. Concrètement, il y avait une suppression de la taxe d'habitation progressive jusqu'en 2023 pour les habitants, et les collectivités qui la percevaient précédemment devaient être compensées. Sauf qu'en réalité, nous, à Neuilly-sur-Marne, le coefficient qui nous a été appliqué prenait des bases qui étaient plus anciennes, et concrètement, on se retrouve sous-compensé compte tenu des nouvelles habitations et des nouveaux arrivants à Neuilly-sur-Marne. Les produits des services, quant à eux, ont également diminué de 2016 à 2020. En 2021, ils ont augmenté à nouveau. Donc c'est une chose plutôt positive. En 2022, on devrait avoir cette fois une DSU, donc une dotation de solidarité urbaine, qui est en hausse, donc à 2,34%. Et nous devrions également avoir une dotation globale de fonctionnement, donc des financements par l'État en légère hausse à 0,74%. Pour ce qui est des dépenses de fonctionnement, il y a les dépenses qui étaient non prévues et il y a les nouvelles obligations qui ont pesé, avec une légère hausse au global. Les dépenses non prévues étaient liées notamment à la situation sanitaire. Il y avait des nouvelles obligations qui s'imposaient aux collectivités. Et nous avons, en termes RH notamment, des nouveautés, enfin des choses qui ont légèrement pesé. On pense notamment aux mesures du Ségur de la santé qui pèsent sur la ville à hauteur de 102 000 euros par an. L'indemnité inflation de 100 euros qui pèse à hauteur de 58 000 euros. On a les 3 scrutins électoraux, enfin donc les présidentielles, les législatives et le scrutin municipal suite au recours qui ont pesé sur le fonctionnement de la ville. On a des réformes qui sont en cours, on les avait déjà abordées parce qu'elles n'avaient pas été faites précédemment, donc que ce soit sur le RIFSEP, c'est en cours, ce qui concerne les agents de la collectivité, ou la mise en conformité sur le temps de travail. Donc c'est des discussions que nous avions entamées à l'automne dernier, et même un peu avant, avec les syndicats et les partenaires sociaux, et que nous allons mener à terme, là, avant la fin du deuxième trimestre 2022. Donc au global, on arrive à une projection à plus 0,82%, donc des dépenses de fonctionnement qui sont
tout de même maîtrisée et qui baisse sur de nombreux services. Donc je peux en donner quelques-uns. Les services rattachés au cabinet du maire baissent de 5,20%. Les services rattachés à la direction générale des services baissent à hauteur de 11,4%. Ceux en lien avec les familles baissent à hauteur de 4,99%. Ceux liés aux affaires sociales augmentent de manière importante, mais 471%, mais on passe en vrai de 3 500 à 20 000. Donc c'est la raison pour laquelle on a un taux assez important. Ceux rattachés aux services ressources augmentent de 4,64%. Au global, ça nous fait une augmentation de 0,82%. Et sur les investissements, donc, ce qui est projeté donc, pour l'année 2022 et la suite, donc on a évidemment des postes qui sont assez importants, consacrés notamment aux écoles, à l'enfance et à la rénovation des bâtiments publics, parce que des travaux sur les bâtiments publics. Alors dedans, on peut inclure ce qui est connexe aux écoles, mais qui ne fait pas directement partie des écoles. On a par exemple tous les travaux sur les cours Oasis, qui sont relativement importants. Et au global, donc, on a un budget des opérations d'investissement pour 2022 prévu à hauteur de 19 millions d'euros, 19 800 000 euros. Et pour cela, et vous l'avez déjà vu par le passé, nous avons une politique de recherche de subventions très importante, puisqu'en 2021, nous avons obtenu 4,7 millions d'euros de subventions. En 2020, 2,9 millions d'euros de subventions, quand en 2019, donc avant notre arrivée, la ville de Neuilly-sur-Marne était à hauteur de 604 000 euros de subventions. Voilà, donc après pour le reste, je renvoie aux éléments qui figurent dans le rapport d'orientation budgétaire et je laisse les élus débattre éventuellement de ce qui est présenté. Et évidemment, rapidement, prochainement, on va parler du budget. Alors là, donc le rapport d'orientation budgétaire, ce sont les grands axes et la situation globale. Le budget sera le moment où on détaillera vraiment l'ensemble des éléments qui permettent de financer les services et les différentes actions municipales qui seront entreprises pendant l'année 2022. Voilà, j'ai essayé de faire synthétique et je laisse la parole s'il y a des interventions. Oui. Oui, merci Monsieur le maire. Bonsoir, chers collègues. Sur le débat d'orientation budgétaire, le rapport souligne sous de multiples aspects la gestion à la fois saine, rigoureuse et transparente de notre commune depuis bon nombre d'années. Sur la question de l'endettement, vous l'avez dit, est faible et continue de diminuer avec un encours de la dette qui est passé de 4 234 millions en 2016 à 2 835 millions d'euros en 2021 sur la base d'un seul emprunt. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, à taux fixe d'ailleurs de 1,70%. Vous avez évoqué, monsieur le maire, un seul classement, mais il y en a d'autres dans ce rapport, puisque parmi les 14 communes de Grand Paris Grand Est, Neuilly-sur-Marne est la 3e ville, la moins endettée du territoire, avec un taux de 0,7, donc une quasi-absence de dette, qui permet à notre commune de ne pas consacrer une partie de son autofinancement au remboursement d'une annuité. Sur la question des investissements, le taux de réalisation est passé de 36% en 2020 à 52% en 2021, avec un niveau d'investissement par nos C1 de 502 euros, soit supérieur au taux moyen de la strate pour une ville comme la nôtre, qui est de 454 euros. Nous sommes donc au-dessus. Sur la question de l'épargne, je voudrais rapidement, mais nous avions déjà eu l'an dernier de mémoire cette discussion, et c'est une différence entre nous. Il est indiqué que le taux d'épargne brut est en baisse depuis 2014, avec une légère reprise à partir de 2018. Il faut rappeler d'ailleurs qu'avec l'opération de Maison Blanche, la commune a pu continuer d'investir sans demander d'effort à la section de fonctionnement, c'est-à-dire sans contraindre le fonctionnement des services publics et sans augmenter les impôts. Ça a été un choix politique à l'époque de vendre ces terrains pour investir par les municipalités
précédente. On peut avoir les avis que l'on veut, y compris d'ailleurs sur les constructions. La réalité, c'est que ce choix politique foncier a permis d'investir sans taper dans le porte-monnaie des nocéens. À partir de 2018, la stratégie de reconstitution de l'épargne a été engagée, avec un taux d'épargne brut qui est passé de 2,9 en 2018 à 6,1 en 2020, avec la perspective d'accroissement donc, de la population qui permet des recettes fiscales supplémentaires sans augmenter les impôts. C'est une stratégie qui, évidemment, a été freinée par la crise sanitaire. Enfin, sur la question de la fiscalité, je l'ai dit, aucune augmentation des impôts locaux depuis 1977, avec un taux d'imposition très en dessous des taux moyens du département, puisque nous sommes à un taux aujourd'hui de 31,69 contre 38,40 sur le département. Pour terminer, 2 ou 3 questions sous forme y compris de demande, Monsieur le maire. Sur la masse salariale, il est évoqué dans le rapport la question de la police municipale. Et donc nous souhaiterions disposer d'un bilan financier précis, transparent, concret, tant d'un point de vue du fonctionnement que de l'investissement. On a besoin d'avoir sur ce dispositif tous les éléments évidemment les plus clairs possibles. Deuxièmement, vous avez évoqué dans votre propos un audit et vous vous étiez engagé à l'époque à le transmettre, à nous le transmettre. Et donc nous souhaiterions, notre groupe, pouvoir disposer, comme la loi nous y autorise, pouvoir disposer de cet audit pour pouvoir en faire une analyse de notre côté la plus précise possible. Troisième élément, là c'est une demande. Vous savez sans doute que bon nombre de collectivités, vous évoquiez tout à l'heure le budget, et donc les commissions devraient normalement, conformément au règlement intérieur, se réunir à la fois pour élire évidemment les présidents et puis pour préparer les dossiers à venir, notamment le budget avec la commission des finances. Vous le savez peut-être, bon nombre de collectivités, comme par exemple la région Île-de-France, présidée par Madame Pécresse, à la région Île-de-France, la présidence de la commission des finances est donc attribuée à un membre de l'opposition. C'est une élue donc de l'opposition qui est présidente de la commission des finances. C'est une tradition démocratique. Ça se fait également au niveau d'ailleurs du département de la Seine-Saint-Denis, puisque au département de la Seine-Saint-Denis, la commission des finances est présidée par M. Dallier. Bon nombre de collectivités locales sur le département, je ne vais pas les citer, mais il y a une liste assez importante. Toute sensibilité d'ailleurs, la région, on le sait bien, n'est pas de la même sensibilité que le département. Pour autant, ils mettent en œuvre ce principe-là. Et donc la demande que nous vous faisons, c'est que très démocratiquement, la présidence de la commission des finances soit attribuée à un membre de l'opposition. Et dernier élément, vous avez évoqué, monsieur le maire, dans votre propos, la question de l'Ukraine. Nous souhaiterions, là encore, comme cela se fait dans bon nombre de collectivités, nous allons voter prochainement, dans quelques jours, à la région Île-de-France, une subvention exceptionnelle pour l'Ukraine. Et donc, au-delà des actions qui sont des actions de solidarité, vous savez que le Code général des collectivités territoriales, il indique que dans le respect des engagements internationaux de la France, les collectivités locales et leurs groupements peuvent mettre en œuvre ou soutenir toute action internationale annuelle ou pluriannuelle de coopération, d'aide au développement ou à caractère humanitaire. Donc il est tout à fait possible, comme ça se fait à la région, ça va se faire aussi au département, ça se fait dans un certain nombre de communes. Nous souhaiterions qu'une subvention exceptionnelle puisse être versée en signe de solidarité, au-delà de tout ce qui se met en place, bien évidemment, autour et qui ont toute leur place. Je vous remercie. J'ai bien pris note de vos différentes observations, Monsieur Trigance. La gestion saine, celle que vous qualifiez de gestion saine de la ville, je l'ai rappelé, et peut-être n'ai-je pas été assez explicite, n'est que très fictive. En réalité, quand vous avez une somme qui est versée de manière très importante à la ville, donc à hauteur de 60 millions d'euros, mais que structurellement, vous n'organisez pas les choses de manière à ce que vous puissiez épargner chaque année, mettre un petit pécule pour la ville de côté, c'est pas ce qu'on appelle une gestion saine. Et quand on regarde le taux d'épargne qui est recommandé, c'est à hauteur de 10%.
2016, 5,6%. 2017, 6,6%. 2018, 2,9%. 2019, 4,9%. On pourrait continuer en remontant en arrière, mais très concrètement, quand l'épargne de la ville est en dessous du seuil de 10%, ce n'est pas ce qui est caractérisé comme une bonne gestion, et ce, de manière globale. Alors, nous redressons la barque. Et nous essayons de remonter les choses et de dégager une épargne qui nous permettra par la suite de continuer à investir. Mais cette épargne, elle n'était pas structurellement dans le budget de la ville et ce n'est pas vraiment ce qu'on peut appeler une bonne gestion. Quant au faible endettement, peut-être ne m'avez-vous pas écouté. En réalité, l'avantage d'avoir un faible endettement, c'est qu'on ne consacre pas une partie de son autofinancement à rembourser la dette, mais par contre, mécaniquement, ça empêche d'emprunter pour investir sur l'avenir. Et ça fonctionne de cette manière-là dans toutes les collectivités. Il n'y a pas que du mauvais emprunt et l'investissement nécessite d'être accompagné dans le cadre de l'emprunt. Ce n'est pas un gros mot, sauf qu'aujourd'hui, la ville de Neuilly-sur-Marne est dans une telle situation qu'elle ne peut pas emprunter. Donc, ce n'est pas vraiment ce qu'on peut appeler une bonne gestion. Quant au fait que vous cautionniez ce qui a été fait sur Maison Blanche, peut-être que vous partagez la densification très importante sur ces espaces. Pour nous, le fait qu'il y ait eu 60 millions d'euros versés à la ville en contrepartie de la construction de 4200 logements, sans les équipements qui allaient avec, sans les transports qui allaient avec, et sans tout ce qui était nécessaire à la bonne vie de ce quartier, n'est pas un acte politique très glorieux pour la ville de Neuilly-sur-Marne. Et donc on essaye depuis des mois et des mois de, là aussi, redresser la barre et essayer d'aller vers un projet plus qualitatif, mais à chaque fois on est heurté, on se heurte aux engagements pris par mon prédécesseur sur la construction, la densification très importante de Maison Blanche. Donc on essaye par tout moyen et on ne lâchera pas, on est très focalisé sur le fait de réussir ce nouveau quartier de la ville et de parvenir à avoir des équipements qui vont avec. Tout cela nécessite un investissement fort de la ville en termes de temps, mais aussi en termes financiers. Et donc on continuera à aller dans ce sens-là de manière à ne pas cautionner en réalité ce que vous semblez cautionner. Pour ce qui est de l'audit, on avait déjà présenté lors de la précédente mandature, puisqu'on a fait un mandat d'1 an et demi, et notamment en commission des finances, avec l'élu qui vous accompagnait à ce moment-là, les différents éléments de l'audit financier. Et en réalité, les éléments qui en ressortaient ont été mis dans le rapport d'orientation budgétaire de l'année dernière, et ces mêmes éléments, ces mêmes graphiques qui figurent dans ce tableau-là, avec notamment le classement, le fameux classement qui montre que la ville de Neuilly-sur-Marne est avant-dernier en Seine-Saint-Denis, et c'est pour dire parce que des villes mal gérées telles que certaines communes qui sont épinglées par la Chambre régionale des comptes et qui figurent dans ce tableau-là, il y en a quelques-unes, et pourtant la ville de Neuilly-sur-Marne est aussi derrière ces communes-là. Donc en réalité, en termes d'épargne, et plus globalement sur la gestion financière, on ne peut pas vraiment dire qu'il s'agissait d'une gestion saine. Après, je vous laisse évidemment la possibilité évidemment de penser, d'avoir votre propre opinion de cette analyse qui pourtant est objective et basée sur des chiffres. Quant à la présidence des commissions, alors c'est assez savoureux de reprendre une proposition de Nicolas Sarkozy venant de vous. Je ne m'y attendais pas. La présidence de la commission des finances de l'Assemblée nationale, effectivement, depuis Nicolas Sarkozy, est mise au crédit de l'opposition, sauf que, M. Trigan, si vous lisiez ce que vous votez ou vous ne votez pas en conseil municipal, vous remarqueriez que le président des commissions, statutairement et dans le cadre du règlement intérieur du conseil municipal, c'est votre serviteur. Donc il n'y a pas de présidence du conseil de commission des finances à attribuer à l'opposition. C'est un règlement qui a été approuvé en cette même instance. Quant à l'Ukraine, d'abord, j'aimerais saluer d'ailleurs les personnes qui sont notamment quelques acteurs qui sont présents ce soir en conseil municipal.
Pour l'Ukraine, il y a une forte mobilisation, une très forte mobilisation. Il y a beaucoup de denrées qui ont déjà été récupérées. Il y a de très nombreux bénévoles qui participent. Il y a des élus aussi qui consacrent du temps à être présents et faire en sorte que la collecte dure. Et j'en profite pour faire une annonce, donc pour annoncer que la collecte continue jusqu'à dimanche. Et il y a d'ailleurs un tirage au sort qui est organisé pour notamment une œuvre d'art qui est proposée par un artiste sur le lieu de collecte. Donc venez, participez nombreux, venez pour cette solidarité envers les peuples, les personnes qui sont victimes de la guerre en Ukraine. Et en réalité, les Ukrainiens qui sont un peu partout aujourd'hui ont plus besoin de matériel qui est d'ailleurs ciblé. Donc le matériel il est listé et donc nous le récupérons avec l'ensemble des bénévoles et nous mettons aussi à disposition des moyens de la collectivité, de la ville. Donc c'est une forme de financement aussi indirect puisque c'est du temps, c'est de l'argent, c'est de l'essence, c'est tout ça qui est des fluides qui sont mis en place pour aider les personnes qui sont en charge de la collecte et je tiens encore une fois à les remercier. Oui. Monsieur le maire ? Oui, merci. Juste 2 ou 3 remarques rapidement. Sur l'audit, transmettre aux membres de la commission des finances, bien sûr, mais vous le savez au moins aussi bien que moi, la commission des finances, ça n'est pas le conseil municipal. Et que à partir du moment où à plusieurs reprises vous annoncez en conseil municipal et vous nous donnez vous-même des éléments de ce rapport, nous n'étions pas les seuls à ne pas être dans cette commission des finances et donc il est normal en termes de diffusion de l'information. Il y a en plus aujourd'hui des processus numériques qui font qu'on économise bien évidemment le papier et donc il est normal que l'ensemble des élus puissent disposer de ces éléments. Pas de difficulté, M. Trigoff, on vous donnera les éléments de l'audit, mais encore une fois, je vous disais simplement que dans le rapport d'orientation budgétaire de l'année dernière et de cette année, il y avait l'ensemble des éléments. Je ne vous ai pas coupé. Deuxième élément, je pense que, puisque là nous sommes au début d'une nouvelle mandature, je pense qu'il est bon qu'entre nous posions quelques principes. Et moi je vous demanderai une chose, on peut avoir toutes les divergences que l'on veut et c'est bien normal, c'est le débat démocratique. Et votre avis ne vaut pas plus, pas moins que le nôtre, au-delà du choix démocratique des Nocéennes et des Nocéens, je l'ai dit au dernier conseil municipal, mais je vais vous demander une chose, monsieur le maire, c'est de ne pas déformer les propos que l'on tient. Il y a quelques instants, je me suis exprimé sur Maison Blanche et je ne vous ai pas dit que je cautionnais l'aspect urbanistique. Je n'ai pas parlé d'urbanisme, j'ai parlé des finances. Et après, on peut, sur cette question-là aussi, avoir toutes les discussions que l'on veut. Mais de grâce, pour bien commencer cette mandature, respectons ce que les uns et les autres disent sans chercher, dans des reprises de parole, à les transformer. Nous avons noté sur la question de l'Ukraine, nous regrettons, je vous le dis, nous regrettons parce que autant nous saluons tout le travail qui est fait, notamment dans le tissu associatif, par les citoyennes et citoyens qui sont engagés. Pour autant, il y a des dispositifs aujourd'hui qui existent pour les collectivités territoriales et il y a aujourd'hui besoin sur cette question de l'Ukraine, notamment en direction des ONG, il y a de gros besoins encore aujourd'hui financiers. C'est votre choix. Je ne reviens pas sur la présidence de la Commission des finances. Vous avez raison de rappeler que c'est M. Sarkozy. Et alors, c'est très bien. Moi, je salue toutes les avancées démocratiques, comme je salue le fait que Mme Pécresse ait attribué la présidence de la Commission des finances au Conseil régional. Ça ne me gêne pas. Je ne suis pas dans le sectarisme absolu que vous semblez vous-même préconiser en me renvoyant cela. Et qu'il y a chez les uns comme chez les autres, il y a toujours des choses à prendre. Et en tout cas, en matière de démocratie, c'est quelque chose qui devrait toutes et tous nous inspirer. Merci, Monsieur Trigance, pour ces bonnes résolutions. Et par contre, permettez-moi de vous dire quand même que votre raisonnement n'est pas le bon sur Maison Blanche. Quand vous dites « je cautionne 60 millions », les 60 millions, ils sont au regard de 4200 logements qui ont été fléchés en face.
Vous ne pouvez pas dire je cautionne 60 millions, mais pour 300 logements. La ville n'aurait pas eu 60 millions pour 300 logements. Donc, bon, c'est un peu tronqué comme raisonnement, mais je vous laisse libre, évidemment, d'avoir le raisonnement que vous voulez. Permettez-moi de vous dire qu'il n'est pas juste. Et en réalité, on en paye aujourd'hui les conséquences autrement. Y a-t-il d'autres prises de parole sur le rapport d'orientation budgétaire? Non. Il est donc simplement proposé de prendre acte de la transmission du rapport et de débattre donc, et de délibérer sur les orientations présentées. Est-ce que nous prenons acte qu'il a bien été débattu de l'ensemble? Oui. Je vous en remercie et je passe la parole à M. Guillaume de Chauvigny sur le point numéro 3, l'appel à manifestation d'intérêt lancé par le département sur les agences locales d'insertion. Bonsoir à tous. Le département de la Seine-Saint-Denis et l'État ont scellé un accord pour expérimenter la reprise du financement du RSA par l'État pour 5 ans. Il est prévu que le conseil départemental garde la compétence de la gestion de la politique d'insertion et ses objectifs seront retravailler l'accompagnement des allocataires en leur offrant un suivi adapté, offrir aux allocataires un bagage solide pour leur permettre d'évoluer tout le long de leur carrière professionnelle, construire une nouvelle alliance territoriale autour des enjeux d'insertion et d'emploi et avant tout des personnes accompagnées, etc. Dans ce contexte, le département de la Seine-Saint-Denis a lancé un appel à manifestation d'intérêt pour créer des agences locales d'insertion. L'objectif recherché est de forger des coalitions territoriales pour créer une véritable chaîne de l'emploi, du chercheur d'emploi à l'employeur. La municipalité souhaite s'investir sur ce projet avec les autres membres de sa circonscription sociale, Neuilly-Plaisance et Gagny. Le délai de réponse à cet appel à manifestation d'intérêt est prévu pour le 31 mars et, afin de faciliter la réponse commune, il a été décidé de créer une association qui permettra, d'une part, de répondre à l'appel à manifestation d'intérêt, donc réponse le 31 mars à minuit, d'organiser le regroupement des adhérents au présent statut et de coordonner la création d'une structure intercommunale susceptible de répondre à tout appel à projet relatif à la mise en place de ces agences d'insertion. Par conséquent, il est proposé à l'Assemblée d'adopter le projet de statut de l'association ad hoc qui aura notamment pour objet de répondre à l'appel à manifestation d'intérêt d'agences locales d'insertion et d'autoriser Monsieur le maire à adhérer à la dite association. Merci Monsieur de Chauvigny et je me joins à vos remarques pour vraiment attirer l'attention de tout le monde sur le fait que j'aimerais que le département nous suive sur cette initiative parce qu'on a vraiment réussi avec la ville de Gagny et de Neuilly-Plaisance à monter un dispositif dans un temps record et j'espère vraiment qu'on arrivera à être suivi par le département et j'invite vraiment toutes celles et ceux qui sont présents et qui pourraient faire avancer les choses à s'associer à cette démarche qui est initiée par nos 3 villes. Si je peux me permettre de rajouter, je vous en prie. C'est vrai que n'importe quelle association de la ville ou autre liée à l'insertion et qui a envie d'aider et de participer à ce nouvel engouement, ou une entreprise pourra maintenant aider pour, comme je disais tout à l'heure, pour recréer quelque chose du chercheur d'emploi à l'employeur. Voilà, tout le monde est concerné, les associations, les entreprises, et c'est une vraie nouveauté. On retravaille l'insertion en espérant que les taux de remise à l'emploi soient meilleurs que ce qu'il y a aujourd'hui. Merci Monsieur de Chauvigny. Y a-t-il des observations, des questions? Oui. Oui, merci, Monsieur le maire. Sur le fond, bien évidemment, c'est une bonne chose que la mairie se préoccupe de la situation des bénéficiaires du RSA. C'est un vrai sujet aujourd'hui socialement. Ceci étant, 2 remarques qui expliqueront notre vote. Tout d'abord, une petite alerte juridique. La commune réunit donc à ce stade 3 des 4 critères juridiques pour une association dite transparente, une création à l'initiative publique, une mission de service public, un contrôle public. Il y a une jurisprudence qui existe et qui fait que les statuts que vous proposez pourraient poser un certain nombre de difficultés. Cette jurisprudence, d'ailleurs, elle date de 2007 et elle concerne une commune des Hauts-de-Seine. Donc nous attirons votre attention là-dessus. Et puis, deuxième élément, plus fondamentalement, il conviendrait, selon nous, de s'appuyer vraiment
complètement. Là, vous avez une structure qui est 100% communale, puisqu'il s'agit de trois mairies. Il existe aujourd'hui, il y a un certain nombre d'acteurs de l'insertion par l'activité économique qui existent et qui elles-mêmes, sans être avec des collectivités, ou en tout cas sans que les collectivités pilotent à elles seules ce type de dispositif. Et donc nous pensons, nous, qu'il faut plutôt s'appuyer sur les acteurs de l'insertion par l'économie. Et donc ces deux éléments, à la fois l'alerte juridique et celui que je viens d'évoquer, nous conduiront à nous abstenir sur ce dossier. Monsieur Trigan, si vous voulez parler d'une jurisprudence, autant l'exposer, sinon ça n'a aucun intérêt, permettez-moi de vous le dire. Et quant à la composition, je vous invite à lire l'article 5 des statuts qui sont présentés. L'association compte également un collège de membres actifs composé de représentants de structures publiques ou privées. Monsieur Trigans, structures publiques ou privées œuvrant dans le champ de l'insertion et souhaitant s'impliquer dans la réponse à l'appel à manifestation d'intérêt. Les membres adhérents sont les personnes physiques ou morales qui s'engagent à mettre en commun leurs connaissances ou leurs activités dans le but décrit à l'article 2. Donc quand vous dites que les autres structures participant à l'insertion, que ce soit les associations ou les autres structures de manière plus générale, ne font pas partie de l'association, ça n'est pas vrai. Et pardon de vous donner l'exemple de la mission locale. Dans les missions locales, c'est la même structure et on a calqué le mode de fonctionnement sur les missions locales qui existent, qui sont financées depuis des années. Et donc je ne vois pas ce qui pourrait clocher, mais je regrette sincèrement que vous vous absteniez de cette initiative qui répond à la demande du département, encore une fois. Je mets aux voix, y a-t-il des voix contraires? Des abstentions? D'accord, donc 4 abstentions. Surprenant. Merci. Le point numéro 4, Madame Lacroix, le contrat de relance du logement par Grand Paris Grand Est. Bonsoir. Pour répondre aux besoins de logement des Français, l'État accompagne la relance de la construction durable à travers un dispositif de contractualisation sur les territoires caractérisés par une tension du marché immobilier. C'est ainsi que le conseil municipal est invité à se prononcer sur la signature du contrat de la relance du logement de l'établissement public territorial de Grand Paris Grand Est. Ce contrat fixe pour chaque commune signataire un objectif de production de logements ouvrant droit à une aide financière. Concrètement, pour Neuilly-sur-Marne, l'objectif de production de logements est arrêté à 126 logements ouvrant droit à une aide prévisionnelle d'un montant de 189 000 €. Vous avez pu prendre connaissance des modalités techniques et financières de l'accord conclu entre l'État, Grand Paris Grand Est et la ville de Neuilly-sur-Marne dans le contrat de relance joint à la note de synthèse. Nous sommes donc invités à approuver le contrat de la relance du logement de Grand Paris Grand Est et autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer ce contrat de relance ainsi que tout document y afférent. Merci Madame Lacroix. Y a-t-il des observations ou des questions? Non. Merci. Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Des abstentions? Unanimité. Je vous remercie. Monsieur Slimani, le point numéro 5, l'information de la commission consultative des services publics locaux sur les rapports annuels 2020 des délégataires. Bonsoir. La commission consultative des services publics locaux a examiné le 15 décembre 2021 les rapports annuels 2020 des titulaires des délégations de services publics suivants. Premièrement, exploitation du complexe de tennis. Deuxièmement, exploitation du chauffage urbain. Troisièmement, distribution publique de l'électricité. Quatrièmement, distribution publique du gaz. Vous avez tous reçu les rapports dans leur intégralité. Je vous épargnerai une lecture complète. Je précise pour les personnes qui nous suivent en direct que les rapports seront retranscrits dans le procès-verbal de la séance qui sera mis en ligne sur le site de la ville.
Ils seront donc publics. J'invite donc les élus à prendre acte des informations transmises dans la note de synthèse de cette séance. Note de synthèse de 14 pages. Merci pour cette synthèse. Y a-t-il des observations, des questions? Non, je mets aux voix. Ah non, je ne mets pas aux voix. Il est proposé de prendre acte de ces informations. Nous prenons acte. Merci, messieurs, dames. Le point numéro 6 à l'ordre du jour, le personnel communal et la modification du tableau des effectifs avec quelques modifications qui avaient été lancées pour certaines avant la parenthèse électorale. Donc on a notamment, et je tiens à nouveau à les féliciter, des personnes qui ont reçu des avis favorables de la collectivité et de la CAP à la promotion interne. Et donc nous avons, pour rejoindre le point numéro 1 de M. Lepont, 3 agentes et un agent qui sont promus. Et je tiens à nouveau à les féliciter. Y a-t-il des abstentions ou des votes contraires? Non. Donc nous approuvons les modifications indiquées. Et le point numéro 7, il s'agit du rapport sur l'application des articles L2122-22 et L2122-23 du Code général des collectivités territoriales. Donc vous avez l'ensemble des décisions prises en application de la délégation qui a été donnée par le conseil municipal à votre serviteur. Y a-t-il des remarques? Non. Nous prenons acte. Je vous remercie pour votre attention et pour votre présence à ce conseil municipal. Prochaine séance très bientôt pour le vote du budget. Très bonne soirée. Au revoir, messieurs, dames.